Bonjour Bruno, vous m'entendez? Je vous entends, veuillez m'excuser. Mon alarme a sonné juste au moment où vous vous apprêtiez à me donner la parole. Voilà. Alors, donc bienvenue dans cette matinale de géopolitique profonde que vous connaissez, comme vous connaissez les plateaux aussi du monde réel et un certain nombre d'émissions que nous pouvons faire le soir avec Mike Borowski. Bruno Gollnisch, même si on ne vous présente plus, on rappelle, et c'est une des raisons d'ailleurs de votre venue, que vous avez été quand même pendant 30 ans député européen, Oui, député national aussi, vice-président du Front National, directeur de campagne d'un candidat parvenu. Pour moi, c'est pas l'élément principal, mais pas loin. Moi, ça va bien au-delà du reste, même si bien sûr le fait que vous soyez un élu compte aussi. Mais voilà, vous avez été en plus un témoin privilégié, même si c'était dans des conditions très particulières, d'un second tour d'élection présidentielle auprès de votre candidat qui était Jean-Marie Le Pen. oui, ça a été l'occasion d'un basculement. Véritablement, ça a été un événement de portée mondiale, ça, Ouais. d'ailleurs. Évidemment, on nous a fait payer très cher ce succès du premier tour et toutes les lois, toutes les règles, toutes les normes de la Constitution, de la législation, de la morale ont été violées à cette occasion. Mais bon, ça n'empêche pas une progression sensible de nos convictions dans l'opinion. Mmh. C'est sûr. Bruno Gollnisch, donc, c'est une situation dont vous seriez bien passé, je Certes, pense, depuis une semaine maintenant. Vous retrouvez à la barre des accusés sur oui, une histoire de. depuis 6 ou 7 ans, on Oui, pourrait-on oui, oui, dire, parce que cette affaire ouais, c'est ce que je est disais. faite précisément pour nous occuper, nous pourrir la vie, détruire notre réputation. Le but étant également de, comment dire, de nous ruiner moralement, matériellement, ce qui n'est pas négligeable, et aussi évidemment d'essayer de nous empêcher de continuer à participer à la course contre la décadence de notre pays et de nous présenter aux élections. Oui, de vous présenter aux élections, parce qu'évidemment, parmi les choses que les accusés encourent, c'est de se retrouver pendant un certain temps inéligibles. Et ça, c'est un des enjeux, bien sûr, de ce procès. Oui, enfin, il serait quand même absolument ahurissant que Marine Le Pen, qui est le leader incontesté de l'opposition, qui était en finale lors de la dernière présidentielle contre le chef d'État actuel, soit empêché de se représenter aux élections. Si ce genre de situation se produisait, ça se produit parfois dans quelques républiques bananières d'Afrique, d'Amérique latine ou d'ailleurs, le Parlement européen serait le premier à voter, comme il le fait chaque jeudi de session à Strasbourg, des résolutions vertueuses pour exhorter le pouvoir en place à mieux traiter l'opposition. Mais le Parlement européen se fait le complice. Enfin, nous savons bien que c'est la majorité du Parlement européen, la majorité actuelle, qui craint évidemment d'être remplacée, et surtout la présidence extraordinairement partisane du socialiste allemand, M. Schulz, qui est à l'initiative de tout cela, repasser le furet à Madame Taubira, sa copine, hein, avec laquelle il avait des affinités, non seulement politiques, mais d'ailleurs de caractère aussi. Bruno Gollnisch, qu'est-ce qui finalement vous est reproché dans cette affaire, dans ce procès? Ben, ce qui nous est reproché, c'est que nos assistants, enfin, je vais simplifier parce qu'il y a des milliers de pages, comme si la justice n'avait pas autre chose à faire. Mais ce qui nous est reproché, c'est que nos assistants travaillaient avec notre parti. Oui, parfaitement. Oui, bien sûr. Ils travaillaient plus avec le Front National qu'avec le Parti Socialiste, c'est sûr.
Ce faisant, ce qu'ils accomplissaient était parfaitement légal. On sait par exemple qu'il y a deux catégories d'assistants parlementaires, ce qu'on appelle les assistants accrédités, qui doivent résider à Strasbourg et à Bruxelles, bon, et qui, eux, participent au travail législatif. Et il y a une autre catégorie d'assistants, qui s'appelle les assistants locaux. Les assistants locaux, ils ne sont pas employés par le Parlement européen, même si celui-ci verse des subsides à ce qu'on appelle un tiers payant pour qu'il soit embauché selon les règles du droit national. Bon, le droit national français permet aux salariés d'avoir une activité politique. Il fait même un délit à l'employeur d'empêcher le salarié d'avoir une activité politique. Il serait quand même extraordinaire que les assistants parlementaires fussent les seuls citoyens à ne pouvoir avoir une activité politique, n'est-ce pas? Bon, ces assistants locaux, d'après la réglementation du Parlement, ne doivent pas venir à Bruxelles ou à Strasbourg, sauf exceptionnellement pour remplacer un assistant accrédité. Moi, j'ai violé ces règles imbéciles, mais dans le sens opposé à celui qu'on nous reproche, c'est-à-dire que j'ai quand même fait venir à l'ordre des sessions mes assistants locaux pour qu'ils sachent exactement comment fonctionnait le système et qu'ils le voient. Alors, quand vous avez des assistants qui n'ont pas le droit d'assister aux commissions, qui n'ont pas le droit d'assister aux assemblées plénières, qui n'ont pas le droit de mettre les pieds en hémicycle, ça veut dire évidemment qu'ils ne peuvent pas participer au travail législatif. Et le travail législatif n'est qu'une partie du travail du parlementaire. Et qu'est-ce que vous voulez leur faire faire d'autre quand vous êtes élu sur une liste nationale que de leur faire faire de la politique, de participer à l'action politique de leurs députés? Ce que nous faisions, ce que faisait absolument tout le monde, et ce que l'on feint de nous reprocher avec des accents vertueux et qui sont tout à fait hors de propos. Parce que moi, je crois que la phrase qui s'applique le mieux à cette affaire et que je destine, si j'ose dire, à monsieur Schulz, l'ancien président partisan, haineux à notre égard, déloyal du Parlement européen, c'est la phrase suivante: hypocrite, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil, alors seulement tu y verras plus clair et tu pourras enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Hein? Parce que M. Schulz lui-même était beaucoup plus contestable que nous en ce qui concerne ses assistants parlementaires. Et il avait un assistant, je donne les noms, je ne crains pas un procès en diffamation, qui s'appelait Herbert Hansen, qui était un assistant accrédité, qui comme tel devait obligatoirement résider soit à Bruxelles, soit à Strasbourg. M. Hansen résidait à Aix-la-Chapelle et il dirigeait une société commerciale, la Gesellschaft mit beschränkter Haftung Euregio Tour. Et Euregio, ou Euregio, comme vous voudrez, Tour, c'était l'agence de tourisme du Parti socialiste allemand. Bon. D'autre part, M. Schulz avait aussi d'autres assistants locaux, dont un a claqué la porte, parce que Schulz l'obligeait à des travaux domestiques. Il m'obligeait à repasser ses pantalons, etc. M. Schulz a été convaincu, il y a un rapport qui a été voté même par ses amis politiques, tellement les faits étaient énormes, d'avoir utilisé à des fins électorales non seulement des assistants, mais les fonctionnaires du Parlement européen. Les fonctionnaires sont très obéissants envers le président, bien sûr. Bon. Donc, et c'est là notre accusateur. C'est lui qui a mis en branle toute cette affaire. Alors, vous pouvez compter sur moi pour raconter tout cela au tribunal, que cela plaise ou non. Hein, mes avocats, qui sont tout à fait remarquables par ailleurs, me disent surtout n'indispose pas le tribunal, etc. Mais moi, indisposer le tribunal, c'est pas moi qui ai choisi de me retrouver sur ce banc d'infamie.
Par conséquent, le tribunal, je le prierai d'entendre ce que j'ai à dire, et ce que j'ai à dire est conforme à la vérité. Et vous n'avez pas, avec votre éloquence habituelle, Bruno Gollnisch, je ne sais pas si votre avocat réussit à exister. Il doit Je avoir un peu crois de que mon mal. éloquence va se tourner contre moi. Il faut, et ce que vous appelez mon éloquence. Ah, quand même. Il paraît que dans ce genre de circonstances, il faut avoir l'air humble, contrit, pour attirer la sympathie. Bon, je n'en ai rien à fiche. Voilà. Moi, je défends mon honneur, ma réputation, et je n'ai pas l'intention de faire profil bas. En tout cas, certains journalistes, les journalistes se souviennent de vous. J'ai lu que le premier jour, Libération s'est fendu d'un bel article, un beau croquis. Il vous a bien méchamment croqué, tout de suite en disant mais ça montre quand même le souvenir qu'ils ont de vous, du redoutable politique que vous êtes. Vous disiez bien sûr, Bruno Gollnisch arrive, se baladant son sourire narquois. Oui, Ça, quoi, oui. Oui, je préfère sourire que de sangloter, ce qui serait aussi une attitude compatible avec la situation. Voilà, de sangloter sur mon oreiller, mais bon, non, c'est pas mon style. c'est pas le genre, non. Non. C'est pas le genre. Vous considérez que c'est un jugement, enfin un jugement, pas encore, mais que c'est un procès politique? Alors, là aussi, certains m'ont dit, il ne faut pas dire que c'est un procès politique parce qu'on aurait l'air de suspecter l'impartialité du tribunal. Mmh. Bon, alors je ne dis pas que le tribunal, composé de deux dames et d'un monsieur, soit partisan au départ de cette affaire. Je ne le sais pas, je ne le pense pas, je ne l'espère pas. Bon, mais je dis que oui, bien sûr, c'est un procès politique de bout en bout. C'est un procès politique. Les enquêtes en question dit ça a commencé le jour où le Rassemblement national a publié son organigramme, et là on a vu que dans son organigramme figuraient des assistants parlementaires, ce qui n'était pas caché du tout d'ailleurs. Bon, et alors là, ça a mis en branle vertueusement, on a saisi l'Office européen de lutte antifraude, etc., etc. Ça, c'est un conte de fées. C'est le conte de fées que les hauts fonctionnaires du Parlement, qui aspirent sans doute à des positions supérieures encore, et bien disciplinés, vont venir raconter au tribunal. Le fait, en réalité, c'est que nous passons, si vous voulez, nous sommes dans la législature de 2009, je crois, nous sommes 3 députés seulement, donc non inscrits. Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen et moi. Pourquoi? Parce qu'on a divisé la France en petits morceaux. On a divisé la France en petits morceaux dans un but purement électoral, parce qu'on dit c'est pour rapprocher l'élu de l'électeur. C'est bidon. Les circonscriptions, elles faisaient 10 millions d'habitants. Bon, une circonscription d'un député à l'Assemblée nationale, ça fait 130 000 habitants. Donc on ne s'attendait pas, par exemple, dans la circonscription sud-est, hein, j'aurais dû faire tous les marchés, depuis le marché aux volailles de Bourg-en-Bresse jusqu'au marché aux poissons de Bonifacio. Bon, ce ne sont pas des vraies circonscriptions, mais le but était, en découpant la France en petits morceaux, on se disait à chaque fois le Front National qui fait 10, 12 eh bien, ces 10-12% ne seront pas suffisants pour acquérir un député. Ces voix seront perdues, puisque la circonscription, elle ne va élire que 6-8 députés. 10%, non, vous n'avez pas de député. Alors que si c'est une circonscription nationale, il y a 80 députés français, en gros, à la louche, 10%, vous avez 8 députés. Voilà. Donc, la petite manip a marché dans un premier temps. Et nous n'étions plus que 3 députés. Mais le curseur de l'opinion publique, il continue à évoluer. Et la fois suivante, nous devenons 23 députés. Et la première délégation. Et le système
qui avait été mise en place, de fracturer la France, se retourne contre nos adversaires, qui vont d'ailleurs s'empresser, puisqu'ils font ce qu'ils veulent, compte tenu de la majorité qu'ils avaient à l'Assemblée nationale, qui vont s'empresser de revenir du coup à la circonscription nationale. Bien sûr. Hein. Bon, le système s'inverse. Et là, c'est la panique à bord. C'est la panique parce que les socialistes et les prétendus démocrates chrétiens, le magma de centristes, etc., qui co-gèrent en réalité le Parlement européen et l'euromondialisme, et s'aperçoivent que ces gens-là, qui leur disent « vous allez dans le mur, vous avez tort de multiplier les charges, les normes, les règles sur un espace européen considérablement alourdi par votre faute, que vous ouvrez par idéologie mondialiste dans le même temps à la concurrence de pays qui n'ont ni les mêmes normes, ni les mêmes chartes, ni les mêmes règles. Et vous allez dans le mur, vous allez à la catastrophe. » Et les Britanniques commencent à vouloir sortir de ce guêpier. Bon. Et on s'aperçoit que ces infâmes populistes, entre guillemets, que nous sommes, ou eurosceptiques, enfin, quel que soit le nom qu'on leur donne, sont en passe de devenir majoritaires. Alors, il faut faire quelque chose pour les arrêter. Alors, immédiatement, sans aucun motif particulier, on met en branle l'Office européen de lutte antifraude le lendemain des élections, en secret, parce que c'est la police secrète d'État. Hein. Vous savez, c'est Geheimnis Staatspolizei. Ça rappelle de mauvais souvenirs. Bon. Mais ils ont des méthodes extraordinairement curieuses. Ils ont enquêté en secret sur moi sans jamais demander à me rencontrer. Mais dans quel pays démocratique du monde verrait-on cela? C'est absolument insensé. Et c'est une enquête secrète contre des parlementaires sans motif initial. Bon. Eh bien, quand nous publions, comme tout le temps, notre organigramme, sans y voir mal, eh bien là, il y a un certain nombre de militants d'extrême gauche, je crois Mediapart ou autres, qui se précipitent chez le président Schulz et qui lui disent « mais là, vous avez l'occasion, il faut protester, il faut les aligner ». Et c'est comme ça que commence l'affaire. On va bientôt accueillir Christian Van Est, qui sera parmi nous pour la suite des échanges et des débats qui porteront principalement sur l'actualité politique et l'évolution de la vie politique française, des institutions françaises aussi, avec ce nouveau gouvernement. Suite et consécutif aux élections européennes puis législatives de cet été, qui ont donné lieu, on le rappelle quand même, pendant plus de 3 mois à l'absence complète de gouvernement, aussi d'un gouvernement démissionnaire qui a violé intégralement la séparation des pouvoirs entre le pouvoir exécutif et législatif. Mais évidemment, voilà, on est toujours dans ce deux poids deux mesures. Bruno Gollnisch, sur ce qui se passe actuellement, et on ne manquera pas de vous faire revenir à la fin de ce procès, est-ce que vous êtes encore relativement optimiste aujourd'hui quant à l'issue? Je suis très inquiet pour l'avenir du pays, c'est évident. Oui. La charge de la dette est absolument écrasante. D'ailleurs, je voudrais bien savoir, c'est une chose sur laquelle les citoyens n'ont aucune espèce d'indication. On dit nous avons 3 300 milliards d'euros de dette, enfin ce qui est absolument faramineux. Je voudrais savoir qui sont les créanciers. Qui sont les créanciers de la France? On a des dettes envers qui? On a des dettes envers des particuliers, on a des dettes envers des États étrangers, on a des dettes à quel titre? Quand est-ce que ces dettes ont été souscrites, conclues, etc. Qui sont nos créanciers et comment sont-ils devenus nos créanciers? Voilà une très bonne question, je pense. Est-ce que c'est pas on pourra de faire ma publicité, parce que j'ai beau poser la question,
y compris à des gens assez compétents, plus compétents que moi en économie, ça n'est pas difficile, eh bien, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse précise, en tout cas. Bon. Dont l'épouse d'un banquier, je crois, Madame Thévenot, qui, porte-parole, s'est retrouvée bien en difficulté lorsqu'il s'est agi de répondre à cette question, en effet, de simple Bon curiosité. sens. Oui. Enfin, curiosité très bien placée au demeurant, quand même, savoir en effet qui détient la dette française. Oui. Je disais 1 000 milliards en 7 ans, mais en effet plus de 3 000 milliards, hein. Plus de 3 280 milliards maintenant, je crois. C'est ça, c'est ça. Eh, Alors, donc... bon, il y a cette Mais situation. Bruno, c'était pas ça en fait ma question, parce que ça, on va en parler avec Christian Van Est. Moi, je voulais juste, avant qu'on accueille Christian Van Est parmi nous, la question, c'était l'issue du procès. Est-ce que vous êtes quand même relativement, même s'il faut toujours faire attention, optimiste? En tout cas, vous considérez que vous n'avez rien à vous reprocher, évidemment. Ah, je considère que je n'ai rien à me reprocher, ni moi, ni mes collègues, ni surtout nos assistants, les malheureux, qui ont travaillé énormément, et qui n'auraient jamais dû être envoyés devant le tribunal, parce que, vous savez, j'y connais pas grand-chose en droit pénal, mais enfin, il y a 2 articles qui disent qu'on est exonéré de toute responsabilité. Premièrement, si on a commis une erreur de droit de bonne foi, et là, c'est absolument évident. Et deuxièmement, si on a agi sur commandement de l'autorité supérieure. Bon, ils remplissent les 2 conditions. Ils ont fait ce que nous, députés, nous leur avons demandé de faire. Et nous assumons parfaitement la responsabilité de ce que nous leur avons demandé. Alors, j'avais dit au début de cette affaire, je suis très inquiet parce que je suis innocent. Bon, alors, on m'a dit, il ne faut pas dire ça. Là aussi, ça va indisposer le tribunal. Bon, alors, écoutez, je n'ai pas choisi de me retrouver dans cette situation. Ce que je constate quand même, c'est, ce qui est terrible dans cette affaire, n'est-ce pas, c'est qu'il y a eu des milliers de pages, il y a eu des enquêtes, il y a eu des mises en garde à vue, il y a eu des procédures d'instruction qui ont duré des années, etc., etc. Et en réalité, le tribunal devrait balancer tout ça par la fenêtre, pour une raison extrêmement simple, qui a été dite, énoncée par les 2 plus grands professeurs de droit constitutionnel français, messieurs Avril et Gicquel, qui sont des autorités absolument indiscutables. Monsieur Gicquel a été le déontologue de l'Assemblée nationale, et également par monsieur Jean-Éric Schuttel. Monsieur Schuttel est à la fois énarque et polytechnicien, c'est beaucoup pour un seul homme, mais surtout il a été conseiller d'État et il était le secrétaire général du Conseil constitutionnel. C'est donc un des personnages en France qui connaît le mieux le droit constitutionnel. Et que ce soit M. Schuttel, M. Avril, M. Gicquel, ils ont dit ce n'est pas à l'autorité judiciaire de contrôler le travail des assistants parlementaires. Parce que, pour une raison très simple, parce que si elle le fait, elle contrôle nécessairement l'activité des députés. Et si elle contrôle l'activité des députés, c'est contraire à la séparation des pouvoirs. Voilà, c'est aussi simple que cela. Si moi, comme député, je m'étais immiscé, par exemple, dans les relations entre un magistrat et son greffier, c'eût été un véritable tollé. On m'aurait dit, mais monsieur, séparation des pouvoirs, vous n'avez rien à faire ici. Eh bien, c'est exactement l'inverse qui se passe en ce moment. Et il y a un risque, évidemment, de gouvernement des juges. Je n'incrimine pas le tribunal. Je dis, le tribunal, il est saisi par le parquet, il y a des milliers de pages, etc. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'une fois que la machine est lancée, même si elle est lancée dans une très mauvaise direction, c'est extrêmement difficile de l'arrêter et il faudra beaucoup de courage au tribunal pour se conformer, par exemple, aux exigences de la Constitution. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.